Bonjour tout le monde, je me présente Thomas Lafleur, VP Corpo du Fonds Alpha. Aujourd'hui, pour ce deuxième podcast d'actualité financière, on va parler un peu de la crise du logement du Canada. Au Canada, dans le fond, là, en ce moment, on vit une certaine crise du logement. C'est vraiment trop dispendieux, les maisons, puis les loyers pour les personnes. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'acheter des premières maisons, puis même à changer de maison. Juste pour vous donner une idée, là, à Toronto, admettons, le coût moyen pour une maison est de 1,4 million. Sinon, à Montréal, c'est environ 560 000. Fait que ça donne vraiment une bonne idée de à quel point c'est dispendieux s'acheter une maison. Sinon, pour le prix moyen du loyer, là, c'est au moins 2000 $ par mois. Tandis En moyenne. En moyenne. Yes. Puis, dans le fond, aujourd'hui, là, je reçois les deux gestions du Fonds Alpha pour un peu vous parler de cette crise du logement-là. Fait que les gars, comment, dans le fond, on est arrivé à cette crise-là? Qu'est-ce qui fait que c'est autant dispendieux les maisons et les loyers? Moi, je peux y aller, dans le fond, dans plusieurs podcasts que vous avez peut-être écouté ailleurs sur la finance, là, avec la hausse des taux d'intérêt, ça a généralement augmenté les paiements. Puis, on sait qu'on va en discuter aujourd'hui, mais le Canada, on est quand même beaucoup endetté. Donc, toute cette synergie-là économique, ça a fait en sorte que les maisons ont beaucoup augmenté. Puis, il y a aussi le fait que là, on parle d'un paiement sur. On parle d'un podcast sur les maisons, mais là, il y a du monde qui doivent connaître la crise financière de 2008 qui a beaucoup impacté le prix des maisons aux États-Unis. Je pense qu'il y avait eu une bulle spéculative, puis ça avait comme planté par la suite. Mais au Canada, ça a été moins pire, puisqu'on avait des banques qui étaient un petit peu plus régulées, qui vendaient des produits financiers un peu moins risqués sur les maisons. Donc, il avait pris plus de prudence, puis le marché financier des maisons avait un peu moins reculé. Donc, sachant qu'on n'a jamais vraiment eu de recul, les maisons ont juste continué à toujours augmenter. Puis je pense dans la dernière décennie, les maisons ont quasiment doublé en valeur, là. Donc, il y a vraiment un contexte économique à ce niveau-là. Il n'y a comme pas eu de correction comme aux Non, États-Unis. exactement, Ouais. c'est ça. Puis il y a aussi le concept de l'offre et la demande. Donc, si tu veux ajouter là-dessus. Ouais, ben en fait, la hausse des prix des maisons, là, c'est quelque chose qu'on voit depuis les 10 dernières années. Comme Benoît mentionnait, il y a eu la crise immobilière en 2008 qui a fait vraiment diminuer le prix des maisons. Le prix des maisons a vraiment diminué aux États-Unis, puis pas au Canada. Puis il y a plusieurs facteurs, peut-être plus structuraux au Canada, qui font qu'il y a eu la hausse constante du prix des maisons. Puis notamment, un de ces facteurs-là, ben, c'est le débalancement dans l'offre et la demande. Puis la demande, principalement à cause de la croissance de la population canadienne. Donc, il faut comprendre que la population canadienne, c'est une population qui croît très, très rapidement. Donc, entre 2016 et 2021, la population canadienne a cru de 5,2 %. Donc, c'est parmi le plus grand taux de croissance dans les pays du G7. Donc, ça, c'est très, très élevé. Avant de continuer, peut-être, Alex, juste pour ceux qui ne savent pas, expliquer c'est quoi le G7? Oui, en fait, le G7, c'est un regroupement de 7 pays qui sont des très grandes économies mondiales. Donc, on a la plus grosse croissance dans tous ces pays-là. Puis ça, je ne vais pas dire de pire en pire, mais le chiffre devient de plus en plus gros. T'sais, on a dit qu'en 2016 puis 2021, il y a eu 5,2 % de croissance. Puis en 2022, à l'année seule, on a eu... c'était 2,7 %. Oui, OK, je viens de le voir. Mais ça, c'est principalement à cause des politiques d'immigration. Puis, dans le fond, les économistes pensent que l'immigration va devenir de plus en plus importante dans les futures années. Donc, ce n'est pas une tendance qui est vouée à partir. Juste d'ici 2036, là, ils estiment que 30 % de la population serait de nature immigrante. Puis actuellement, on est à 23 % environ. Mais Alex, c'est pourquoi qu'on fait autant d'immigration au Canada? Ben ça, je pense que c'est un problème que tout le monde est au courant. Là. Les problèmes de main-d'œuvre, c'est quelque chose que le Canada est beaucoup touché. Puis une des solutions à ce problème de main-d'œuvre-là, ben, c'est en fait faire venir avoir des immigrants qui peuvent venir combler ce manque de main-d'œuvre-là. Donc, ça fait que ça représente une grande partie de la croissance. Peut-être pour donner une idée, là, comme Benoît mentionnait, l'année passée, on a eu une croissance de 2,7 % qui était le record de croissance de population depuis 1950. Puis de ce 2,7 %-là, c'est 96 % qui provenaient de l'immigration. Okay, ouais. Donc, ça représente vraiment une grande, grande majorité, en fait, presque la totalité de la croissance de la population canadienne. Avec l'Ukraine, il doit y avoir aussi une certaine portion de peut-être des réfugiés. J'ai pas la statistique là-dessus, mais c'est quand même à considérer qu'en 2022, peut-être qu'on a eu avec les conditions un peu. Ouais, exactement. Là, du monde qui fuirait les guerres. Ouais, exactement. Puis,
Mais en Excuse-moi. fait, c'est ça. Mais là, on parle de la croissance de la population canadienne, mais qu'est-ce que ça a rapport avec le prix des maisons? En fait, c'est que le prix des maisons, c'est vraiment c'est un marché. Donc, il y a une offre puis il y a une demande. Fait qu'il y a l'offre des maisons qui sont disponibles sur le marché, puis il y a la demande. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que comme la population canadienne est en constante croissance, ben, ça fait que la demande ne cesse de monter. Puis l'offre n'est pas capable de tenir tête à la demande parce que la demande, elle monte, elle monte, elle monte, mais l'offre est limitée principalement parce que ben, construire une maison, c'est long. On ne peut pas commencer à construire des maisons pour la croissance au Canada. Comme le 2,7 ça représente 1 million de personnes de plus au Canada. Fait que faire loger ces 1 million de personnes-là, ben c'est long. Il faut bâtir des maisons. Puis en ce moment, il y a vraiment un problème au niveau de l'offre des maisons. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça soutient les prix depuis les 10 dernières années, en fait, au Canada. Puis aussi, il y a le fait, je pense que toute cette population-là qui arrive, puis tous les gens, tu sais, oui, le Canada, c'est un gros pays, puis oui, le Canada, on a énormément d'espace, mais tu sais, je pense qu'aussi le fait que tous ces gens-là qui arrivent, puis même la population qui était déjà au Canada, tu sais, on se regroupe vraiment dans des espaces restreints, tu sais, on se concentre plus dans les villes. Fait que tu sais, je pense que, ben, je sais pas si Ben, tu voulais m'en parler un peu, mais je pense qu'il y a aussi des certaines réglementations au niveau des villes, puis peut-être que ça aussi, ça aide pas, ça ralentit un peu les travaux, les choses Oui, comme ben ça. exactement. Comme on a dit dans l'introduction, là, une maison en moyenne à Toronto, c'est 1,4 million. À Vancouver, c'est 2,3 millions. Là. Je répète, 2,3 millions, une maison en moyenne à Vancouver. Là. Ben, dans le fond, c'est qu'au Canada, comme tu as dit, on est gros, mais ben, un gros pays, un gros territoire. Là. Mais les gens se regroupent principalement dans quelques villes. Là, Toronto, Vancouver, Montréal. Il doit y avoir à peu près 5 villes là, qui doivent représenter quasiment plus de la moitié de la population. Donc, c'est vraiment dense, même si on est un pays qui est très large. Puis, il y a beaucoup de réglementations, du zonage, comme tu disais, qu'en ville, il y a certains endroits qui sont zonés juste pour du commercial, puis les gens n'ont pas l'espace nécessaire. C'est tout collé, donc ça fait une certaine pression à la hausse des prix. Puis, j'aimerais aussi ajouter un autre point, peut-être qu'on n'a pas mentionné, c'est que ben, depuis certains problèmes d'approvisionnement mondial, le coût des matériaux a quand même généralement beaucoup augmenté avec l'inflation. Donc, si ça coûte plus cher faire un projet d'immobilier pour le prometteur immobilier, peut-être qu'il ne va pas être capable ou il ne trouvera pas ça rentable d'aller pallier toute la demande engendrée par l'immigration ou toute autre raison. Donc, comme Alexis disait, on a vraiment un débalancement de l'offre et la demande. C'est une des raisons qui cause la hausse des prix principalement. Puis je me demandais, est-ce que vous avez comme des stats un peu sur la quantité de maisons qu'il faudrait construire d'ici, tu sais, pour pallier cette demande-là? Oui, c'est ça, parce que là, on parle qu'il manque d'offres, mais ça représente quoi? Mais la SCHL, fait que ça, c'est un peu ceux qui s'occupent de l'habitation au Canada. C'est la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Donc, eux, ils font des analyses de l'industrie de l'habitation. Puis, ils ont estimé qu'on aurait besoin de 5,8 millions de maisons pour régler le problème d'abordabilité des maisons, le problème des maisons qui continuent d'être constamment plus chères. Puis, d'ici 5,8 millions d'ici 2030. Puis, en ce moment, c'est 2,3 millions qui devraient être construits d'ici 2030. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il reste 3,5 millions de maisons à construire. Ça représente 500 000 maisons de plus par année, sachant qu'en ce moment, on en construit 300 000 par année. Donc ça représente beaucoup. Il manquerait comme un 200 000 par année, dans le fond, là? Mais il manquerait un 500 000. OK, de plus? Ouais, c'est un 500 000 OK, ça serait... OK, ouais. Fait que vraiment, on est quand même très, très loin du compte par rapport à ce problème-là là, d'offres. Puis est-ce que, mettons, on aurait... Ben, tu sais, oui, il faut construire combien que tu as dit? 500 000 additionnels, excuse. Mais est-ce qu'on aurait comme peut-être une solution à ce problème-là? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait un peu avoir de l'aide pour avancer dans ce projet-là puis que ça aille plus vite, là? Ouais. Bien, c'est sûr que le gouvernement, c'est un problème qui sont vraiment au courant puis qui travaille activement sur essayer de fournir des incitatifs, donc des incitatifs fiscaux pour promouvoir un peu la construction d'habitations. Donc, par exemple, récemment, ils ont retiré la TPS pour les projets de construction d'unités locatives. Donc, la TPS qui représente environ c'est 5 % si je ne me trompe pas. Donc, ça représente quand même un bon montant qui est pas à payer par les développeurs en construction. Fait que ça stimule un petit peu plus la construction pour un peu régler le problème d'offre.
C'est sûr que ça, c'est plus difficile à quantifier à quel point ça va impacter, mais selon les commentaires de certains développeurs immobiliers, ils seraient capables de faire 5 000 à 1 500 unités de plus par année. Mais quand on met ça à l'échelle de tous les développeurs au Canada, bien, c'est clairement ça a un impact, mais ça reste ça ne peut pas régler le problème en soi seulement. Une chance si retirer la TPS ne règle pas le problème en soi. Ils ont aussi d'autres projets. Ça, par exemple, la SCHL que Alexis a dit plus tôt, dans le fond, eux, ils ont mis en place un programme qui s'appelle APH Select. Dans le fond, ça permet aux contracteurs immobiliers de pouvoir payer leur projet immobilier, exemple, leur 10 portes. Ils peuvent le payer sur 50 ans au lieu de le payer sur un 25-30 ans habituel. Ce que ça permet de faire, c'est que si tes paiements sont échelonnés sur 30 ans, évidemment, ils vont être plus bas. Puis, si tu es quand même capable de collecter, on va dire, le même loyer, bien, ça veut dire que tu vas faire plus de profit à court terme, mais ça va être échelonné sur plus longtemps. Donc, ça permet d'un petit peu aller booster l'offre au niveau de l'immobilisation. Puis sinon, il y a aussi le projet, vous avez sûrement dû l'entendre, mais le CELIAP, là, tout le monde en planification financière parle de ça. Mais c'est j'irai pas en détail, mais c'est un compte de placement pour une première habitation à l'abri de l'impôt. Puis, puis dans le fond, ça te donne aussi certaines déductions d'impôt. Là. Fait que ça agit un peu comme le REER, mais en même temps de donner les avantages du CELI parce que tu peux tirer un peu l'argent de ça. Mais comme dit Ben, on n'est pas des experts, on n'entrera pas dans les détails. Il y a un autre aussi incitatif qui est fourni par la SCHL. En fait, tout récemment, il y a eu une augmentation des obligations qui sont émises par la SCHL. Donc, la SCHL, là, oui, a fait des études sur l'habitation, mais c'est aussi elle qui va assurer les prêts hypothécaires. Donc, probablement que beaucoup de monde le savent, mais quand on met moins de 20 % sur une hypothèque, l'hypothèque doit être assurée, puis ça, c'est la SCHL qui s'en occupe. Puis, pour assurer ces hypothèques-là, bien, la SCHL a besoin d'argent. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va lever des obligations. Donc, les obligations, c'est de la dette. Elle va lever des obligations sur les marchés privés, les marchés financiers, pour venir assurer ces hypothèques-là. Puis là, on a augmenté, en fait, avant, on était à 40 milliards disponibles de levée de la dette par année. Et tout récemment, ils ont augmenté de 20 milliards, donc jusqu'à 60 milliards. Donc, le 20 milliards supplémentaire, c'est vraiment pour aller assurer des projets, des hypothèques qui sont dédiées à des projets de construction d'unités locatives. Donc, encore là, une initiative pour stimuler l'offre. Donc, ce que ça permet, c'est que comme il y a plus de prêts qui peuvent être assurés, mais ça permet aux banques de charger un taux d'intérêt plus bas. Fait que les coûts de financement sont plus faibles pour les développeurs immobiliers. Donc, c'est un petit peu un incitatif à construire des unités locatives à plus bas coût en intérêt. Yes. OK. Puis, ouais, Alex, ben, t'as parlé de dette un peu là, tantôt en émission d'obligation. Puis, je sais que c'est quand même, niveau la dette là, personnelle, je pense que c'est quand même un gros problème aussi au Canada. Puis, chaque ménage, chaque personne a quand même peut-être pas tout le monde, là, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a quand même un certain problème de dette niveau la population canadienne, puis on a vraiment de la difficulté avec ça. Fait que tu sais, Ben, si tu veux m'en parler un peu. Là. Ben, dans le fond, là, on a parlé vraiment de la hausse des coûts des maisons, puis c'est pas tout le monde qui peut payer ça comme ça. Donc, évidemment, il faut lever de la dette pour aller chercher une maison. Ben, juste une hypothèque, c'est une forme de dette. Donc, on va vous donner quelques statistiques sur la dette au Canada, à quel point on a un gros poids de la dette dans notre vie de tous les jours. Donc, juste notre niveau de dette sur notre revenu disponible, la statistique, c'est qu'on a 1,84 fois la dette versus le revenu. Donc, je suis peut-être plus capable de le vulgariser. Mais en fait, c'est que souvent, on ne sait pas, mais le Canada est vraiment endetté. Là, donc, tantôt, on mentionnait le G7. On est le pays, parmi les pays les plus endettés du G7. Donc, comme Benoît mentionnait, la dette totale des ménages canadiens divisée par leur revenu disponible. Donc, le revenu disponible, c'est le revenu après impôt du ménage, donc du couple, et de 1,85. Donc, pour chaque dollar que le revenu disponible a, c'est 1,85 $ de dette à payer. Donc, on voit qu'on est quand même vraiment endetté à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est autant endetté que ça? Là? Est-ce que, oui, je comprends qu'il y a une bonne partie qui doit être liée à l'hypothèque, mais est-ce qu'il y a d'autres affaires, d'autres choses comme ça qui viennent un peu jouer sur la dette? Ou Bien, comme on a dit plus tôt, là, le coût des maisons n'a jamais diminué. Donc,
personne qui veut rentrer sur le marché. Ben, en fait, toutes les raisons qu'on a dit plus tôt pourquoi les maisons coûtent cher, ben, c'est la raison principale pourquoi on a beaucoup de dettes. Puis le principal problème avec avoir autant de dettes, quand les taux d'intérêt sont au plancher, il n'y en a pas de problème parce que les paiements sont plus ou moins constants, sont pas si élevés que ça. Mais quand on a une hausse de dette, une hausse de taux d'intérêt aussi fulgurante qu'on a eu en 2021-2022, ben c'est là que plus tu as du poids de dette, plus ton paiement d'intérêt va devenir élevé. Donc là, c'est vraiment intéressant, puis faut pas non plus que ça fasse peur. Mais au Canada, là, au début 2023, là, 15% environ de ce qu'on gagne en revenus partait seulement en intérêt. Donc c'est vraiment, je prends 15% de ce que je gagne, je le donne à la banque. Déjà que dans ce que je gagne, je donne, exemple, 40% au gouvernement. Imagine si après, je dois donner 14% à la banque juste sous forme d'intérêt. Il me reste un autre pourcent que je dois payer, le capital de ma maison, mon épicerie, mon loyer, whatever, Le mes 15%, loisirs. c'est juste, j'avoue, c'est juste pour l'intérêt, Juste pour la l'intérêt. dette. Tu sais, tu payes pas là-dessus comme le capital Non, de ta exactement. maison. Donc, c'est là qu'on dit qu'on est beaucoup endetté. Puis avec la hausse d'intérêt, c'est vraiment un problème. Si je compare aux États-Unis, qui est aussi un pays très endetté, eux, pour chaque dollar gagné, il y a environ 10% qui part en intérêt. Donc, c'est un 5% de moins. Mais je me demandais, là, tu sais, juste pour que ça soit clair avec tout le monde, est-ce qu'on peut juste expliquer peut-être la différence entre quand les gens payent de l'intérêt puis quand ils payent, dans le fond, leur capital sur leur maison? Juste un peu, tu sais, juste les basics de ça, juste pour que tout le monde comprenne puis tout le monde soit sur la même page là, pour qu'on puisse savoir c'est quoi. Ouais. Dans le fond, tu as le solde de ta dette. Exemple, ma maison, je vais prendre un chiffron, là, il n'y en a aucune maison à 100 000. Ben, je vais dire 1 million d'abord. Donc, 1 million, je la finance à 80%. Donc, j'ai 800 000 de dette, puis 200 000 qui va avoir été payé sous mise de fonds. Puis, donc, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le 800 000, grosso modo, puis elle va appliquer le taux d'intérêt là-dessus. Que ce soit un fixe ou un variable, on va en discuter plus tard, mais elle va appliquer le taux d'intérêt là-dessus. Donc, lorsque je rembourse ma dette, je commence par rembourser l'intérêt, puis la différence entre ce que j'ai payé en intérêt puis ce que mon paiement est, va rembourser du capital. OK. Puisque le remboursement de capital, dans le fond, c'est que là, exemple, on a dit que ma dette était de 800 000. Mhm. Mettons que j'ai remboursé 1 000 en capital sur le dernier paiement, bien là, ma dette va être rendue de 799 000. ouais. Donc, les gens, leur remboursement de capital, d'habitude, ils le payent sur 25-30 ans, admettons. Là. Donc, mettons que mes plans ne changent pas, puis je fais un plan avec la banque sur 25 ans, ben dans 25 ans, ma maison devrait être à moi. Mais là, avec des changements économiques comme ça, il y en a qui augmentent la durée. Par exemple, ça fait 15 ans que je la paye. Il y en a que leurs paiements sont rendus trop élevés, fait que là, ils décident de le remettre sur 25 ans parce qu'ils sont plus capables de payer, là, tellement ça a augmenté les paiements. Là. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, mettons, là, le poids de la dette comparé aux... Ben, le poids de la dette lié à l'hypothèque, ça équivaut à quoi? En fait, on est vraiment endetté au Canada, puis c'est 75% de la dette qui est liée à une hypothèque. Puis quelque chose qui est quand même intéressant à noter, c'est que tantôt on mentionnait 1,85 $ de dette par dollar de revenus disponible, mais c'est seulement 35% des Canadiens qui ont une hypothèque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le tiers des Canadiens qui détiennent l'hypothèque, puis là, on parlait que 75% de la dette provient de l'hypothèque. Donc, peut-être juste pour clarifier ça, on est beaucoup endettés, mais ceux qui font monter la moyenne d'endettement, c'est les 30% des Canadiens. Ça veut dire que les 30% qui détiennent une hypothèque sont extrêmement endettés, donc voire beaucoup plus que le 1,85 pour venir faire que le 70% qui n'a pas d'hypothèque, bien, eux, ils font descendre la moyenne. Donc, on est vraiment... Ceux qui ont une hypothèque sont très, très, très endettés. Puis ça, c'est parce que le coût des maisons a continué de monter. Puis le revenu disponible n'a malheureusement pas monté autant que proportionnellement à la hausse des prix des maisons. Dans la dernière décennie, là, on a dit que les maisons ont doublé, mais le salaire moyen des personnes syndiquées ont augmenté de seulement 24% dans la dernière décennie. Donc, on a une hausse de 100% des maisons, puis juste 25% du salaire. Donc, c'est sûr qu'il y a un débalancement à ce niveau-là. Ouais, fait que c'est peut-être ça explique aussi en raison pourquoi le monde s'endette. Puis ils n'ont pas l'argent les gens pour ont payer. de la difficulté autant à s'acheter des Exactement. maisons. Là. Ouais. Les taux d'intérêt ont resté bas pendant une décennie. Là. Donc, c'est sûr que la dette n'était pas chère. C'était facile de peut-être aussi se faire prendre dans les certaines bulles spéculatives sur être investisseur immobilier. Donc, ça amenait à avoir une rentrée d'argent sur le marché immobilier. Le monde investissait.
avec une dette qui n'était pas chère. Donc, c'est sûr, ça l'a aidé à la hausse des prix des maisons. Mais pour parler sur les taux d'intérêt, là aussi, là, juste, tu sais, on s'entend que dans la dernière année, puis ça a été fou, là, à cause de l'inflation, puis tu sais, les banques la Banque du Canada a augmenté le taux directeur pour essayer de combattre l'inflation. Mais ça a vraiment touché le marché immobilier, puis ça a vraiment touché aussi tous ceux qui voulaient s'acheter une première maison parce que ça augmente le coût des intérêts pour leur paiement. Est-ce que, tu sais, vous vouliez m'en parler un peu, ça, les boys, tu sais, juste me dire à quel point ça a touché les paiements des intérêts, puis à quel point ça fait mal aux Canadiens, là? Ouais. Ouais, Je vais peut-être juste expliquer avant, là, tu sais, une hypothèque, des fois, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est quoi une hypothèque? C'est sûr, l'hypothèque, c'est pour la dette, mais après ça, le paiement, tu as des paiements qui sont fixes, des paiements qui sont variables. Puis à l'intérieur des paiements variables, tu as les paiements variables et les paiements variables fixes. En fait, taux d'intérêt fixe, taux d'intérêt variable, puis ensuite, dans les taux d'intérêt variables, tu as des paiements fixes et des paiements variables. Okay. Donc, quand, exemple, tu veux prendre une hypothèque, mais tu signes un contrat avec ta banque, donc sur une durée initiale d'amortissement. Donc, comme Ben disait tantôt, mettons 25 ans. Okay. Donc, sur 25 ans, tu t'engages à payer ton hypothèque. Puis, tu as le choix entre un taux d'intérêt qui va être fixe, un taux d'intérêt variable, qui ne vont pas être nécessairement le même taux au moment. Ça va dépendre de ce que la banque offre. Donc, par exemple, pour un taux d'intérêt qui va être fixe, bien, on va s'entendre sur une durée initiale d'amortissement avec un terme. Donc, exemple, il y a des termes de 5 ans. Fait à chaque 5 ans, tu vas renégocier ton prêt. Est-ce que tu veux garder ton taux fixe, switcher au variable ou peu importe? Mais avec un taux d'intérêt fixe, dans le fond, tu vas payer le même montant à travers ton terme de 5 ans, par exemple. Taux d'intérêt variable à paiement variable, c'est que si le taux il continue à monter pendant que tu détiens ton hypothèque, donc une année à l'autre, bien, ton paiement il va augmenter en fonction de comment les taux d'intérêt varient. Et taux variable à paiement fixe, ça veut dire que là, tu as un certain paiement que tu t'entends avec ta banque. Puis ce paiement-là, dans le fond, il y a une partie qui va aller dans le paiement de ton principal, donc paiement de capital dans ta maison, puis l'autre partie en intérêt, mais ton paiement va être fixe. Fait que comment, avec la variation des taux d'intérêt, mais tu vas payer plus ou moins vite ton hypothèque parce que des fois, tu vas payer un petit peu plus d'intérêt, des fois, tu vas payer un petit peu plus de principal, mais ton paiement, il va rester fixe. Fait que si, dans le fond, mettons, les taux d'intérêt, ils augmentent, là, tu vas payer plus d'intérêt, tu vas payer moins de capital, puis si ça diminue, ben là, ça va être l'inverse. Fait que tu vas payer plus ton capital, moins d'intérêt, c'est comme ça? Oui, c'est ça. OK, parfait. Juste si on pouvait donner un exemple là, sur le paiement variable, là, un exemple chiffré, là, l'exemple le 1er janvier 2022, une maison à 500 000 amortie sur 25 ans à 1 % de taux d'intérêt, parce qu'en début 2022, les taux variables étaient environ à 1 % dans le creux. Ça te donnait un paiement de 1 883 $ par mois. Okay. Reprends la même maison qui est encore amortie sur 25 ans, mais avec les taux d'aujourd'hui d'environ 6 % les taux variables, ça fait un paiement de 3 221 $. Donc, ça, c'est une hausse de 71 % du paiement. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de soutenir une aussi grosse hausse. Donc, certaines personnes choisissent d'avoir justement le taux variable à paiement fixe. Donc, la personne ne va pas passer de 1 800 à 3 200. Elle va être constante à 1 800, par exemple, mais elle remboursera quasiment plus de capital. Parce qu'elle va payer plus d'intérêt. C'est ça, elle va juste payer de l'intérêt, là. Puis ça, c'est encore pire quand cette statistique-là, cette hausse de paiement, c'est encore pire quand on se dit que, au pic, en janvier 2022, il y avait 56 % des hypothèques canadiennes qui étaient variables. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mangés cette hausse-là. Pourquoi les gens sont là... Pourquoi les gens sont autant allés vers les intérêts variables si c'est comme risqué de même, tu sais, on s'entend que, tu sais, là, c'est rendu à 6 %. Fait que pourquoi les gens se sont autant dirigés vers cette façon-là de payer? Bien, en fait, je pense que pour répondre à ces questions-là, il faut un peu se projeter sur le passé. On sort de la crise immobilière en 2008. Là, les maisons, ils descendent un peu, mais ils restent quand même assez élevés, comme on mentionnait tantôt. Mais pendant tout ce temps-là, pendant la prochaine décennie, donc pendant 2010 à 2020, bien, les taux d'intérêt variable ont tout le temps été plus faibles que le taux fixe, sauf à certains moments où ils se sont rapprochés, mais de manière générale, les taux étaient en baisse et le variable était tout le temps plus avantageux que le fixe. Donc, c'est sûr qu'après 10 ans qu'on a la mentalité comme quoi le taux variable est moins cher que le fixe, bien, on était porté à prendre le variable. Donc, ça, c'est parce qu'on n'a jamais vécu depuis longtemps, on n'a pas vécu une hausse des taux d'intérêt rapide.
Puis ça a fait que le monde qui ont pris des variables, se sont fait avoir avec une très grande hausse de leurs paiements, comme Benoît mentionnait. Puis il y a aussi le fait que ça s'est tellement passé rapidement qu'il y a personne, Ah ouais. dans un sens, il y a personne qui l'a vu venir. Là. Puis comme tu disais tantôt, Alex, ils renouvellent, souvent c'est aux 5 ans, les hypothèques. Fait que c'est difficile. Tu peux pas comme changer ton hypothèque direct quand tu vois ça aller. Vu que ça s'est passé juste en une année, tu peux pas vraiment réagir à ça là, sur le coup. Ouais. Là. Mais par rapport à ce que tu dis, là, qu'il y en a beaucoup qui sont encore en paiement fixe, s'il y a des auditeurs qui ont déjà entendu la phrase ou de quelqu'un de leurs proches, « Ah, mais moi je suis correct, j'ai le paiement fixe », c'est que la personne a peut-être négocié son taux en 2019 ou en 2020 quand c'était au plancher. Ouais. Puis là, ils sont encore à un faible taux jusqu'à 2025 peut-être. Donc eux, là, ils n'ont aucun problème encore. Fait que c'est ça un peu la différence entre la personne qui rush en ce moment sur paiement variable puis l'autre qui est en business parce qu'elle a eu la chance d'être fixe. Souvent, c'est un coup de chance parce que je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu déterminer. Qui a pu ça venir. Là, c'est non, ça, c'est exactement. Là. Donc, Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que quand ceux qui ont pris un taux fixe puis qui l'ont figé en 2019-2020, quand les taux étaient très, très bas, en fait, le plus bas en début 2022, c'est sûr qu'ils sont contents, là, pensent qu'ils ont fait un bon move là, financier. Mais il faut se dire que les taux d'intérêt en ce moment sont élevés, puis on ne sait pas combien de temps ils peuvent rester élevés. C'est sûr que le discours de la Banque du Canada en ce moment, c'est on garde les taux élevés tant que l'inflation n'est pas sous contrôle. Fait que c'est sûr que les renouvellements, c'est quelque chose de très, très grand, très, très gros à prévoir. 2025-2026, peut-être voir début 2027, on risque de voir des hypothèques de se faire renouveler. Si les taux restent élevés, là, le monde va peut-être se faire avoir avec des hausses de paiement qui peuvent avoisiner les 50%. Ouais. Puis, mettons, là, j'ai une petite question. Tu sais, tantôt, quand on parlait des intérêts, quand on faisait les paiements là, qui étaient variables, mais que... non, les intérêts sont variables, mais les paiements sont fixes. Ouais. Mettons que moi, là, j'ai une maison, OK? Ouais. Puis que je fais des paiements mes paiements sont fixes à 1000$ par mois, OK? Sauf que, dans le fond, mes paiements d'intérêt, ils montent en haut de ce que je suis capable de mes paiements fixes. Fait que dans le fond, je paye 1000$ par mois, mais mes paiements d'intérêt, ils seraient à 1200$ par mois. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, je rembourse pas mon capital. Puis deuxièmement, j'ai un 200$ comme d'intérêt que je paye pas à chaque mois. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que, tu sais, est-ce que les banques offrent des solutions pour ça, dans un sens? Oui, dans le fond, merci de poser la question parce qu'il y a environ 75% des personnes qui prennent un taux variable qui sont en paiement fixe. Donc, cette question-là pourrait affecter beaucoup, beaucoup de personnes au Canada. Dans le fond, c'est une solution que la banque ne veut pas que ça arrive nécessairement. Le consommateur ne veut pas que ça arrive nécessairement. Donc, il y a environ 3 solutions qui est proposées par la banque quand cette situation-là arrive. Pour rester dans les termes, là, on appelle ça un peu le trigger rate quand ça s'en vient mauvais à ce point-là. Okay. Une première solution, là, ça pourrait être la banque te dit, là, Tom, il faudrait que tu augmentes tes paiements. Tu n'es même pas capable de payer les intérêts encore. Donc là, tu payais 1000, monte le don un peu à 1500. Tu vas payer ton 1200 d'intérêt, puis il va y avoir un petit 300$ au moins que tu vas rembourser ton capital. Parce que ça peut être très décourageant de dire hey, chaque paiement que je fais chaque mois, là, je rembourse même pas la maison. Je fais juste donner l'argent à la banque sous forme d'intérêt à cause qu'ils m'ont donné un prêt. Fait que ça peut être un petit peu démotivant. Fait qu'il y a du monde qui peuvent accepter cette solution-là. Sinon, l'autre solution, ça pourrait être de payer un montant fixe de capital. Par exemple, moi, je sais pas, j'ai eu un héritage récemment, puis j'aurais 15 000$ à mettre dans la maison. Je pourrais te donner, mettons que tu es la banque, je pourrais te donner 15 000$. Donc là, c'est 15 000$ qui s'en va pas rembourser l'intérêt, mais juste le capital. Donc ma dette passe, exemple, peut-être de 515 000 à 500 000. Donc le calcul des intérêts. Un peu les intérêts. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est comme la deuxième solution proposée. Je vais te laisser aller avec la troisième solution. En fait, la solution qui est peut-être la moins favorable, c'est quelque chose qu'on appelle l'amortissement négatif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que là, comme tu mentionnais, exemple, ton paiement de 1000$ couvre même plus les intérêts. Puis, on va dire que tu n'as pas les moyens dans ton budget d'augmenter ton paiement de 500$ de plus par mois. Puis, tu n'as pas d'argent disponible pour venir faire réduire ton solde pour payer moins d'intérêts. Fait que qu'est-ce que tu fais? La banque, c'est sûr qu'il y a certains moyens, en fait. Oui, il y a l'amortissement négatif. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est que tes intérêts qui sont supplémentaires, que dans le fond, tu devrais payer, ils vont venir se rajouter à ton solde hypothécaire.
Donc ça fait qu'à chaque mois qui passe, ben, non seulement tu payes seulement de l'intérêt, mais ton solde hypothécaire, il continue augmente. d'augmenter. Mais est-ce que ça fait aussi, mettons, que, tu sais, étant donné que ton solde hypothécaire, il augmente, est-ce que tes intérêts futurs Oui. vont être plus hauts? Ouais. Ouais, Effet puis boule de neige, non, c'est complètement. ça. Là. Ouais, puis quelque chose qui est quand même très important à mentionner, c'est que quand tu signes une hypothèque, tu t'entends sur une durée initiale d'un contrat, donc par exemple sur 25 ans. Donc si tu fais de l'amortissement négatif pendant 2 ans, ben c'est 2 ans où tu aurais dû payer du principal parce qu'à la fin de ton hypothèque, il faut que tu l'aies payé. Il faut que tu arrives à zéro. Fait que si pendant 2 ans, tu augmentes, mais ça veut dire que tu vas avoir moins de temps après ça pour payer plus de ton solde hypothécaire. Ça veut dire que quand les banques vont dire, bon, ben, l'intérêt, l'amortissement négatif, ça suffit, on ne peut plus continuer à faire ça, mais les paiements hypothécaires, ils vont beaucoup augmenter. Mais, tu sais, quand tu dis les banques, ils vont dire ils sont plus capables, on peut plus faire ça, est-ce qu'il y a, tu sais, à partir de quand les banques disent ça, puis, tu sais, les gens qui sont dans cette situation-là, tu sais, qu'est-ce qui font qu'ils seraient capables de changer de situation? Est-ce qu'il y a un moyen pour eux ou non? Ben, c'est sûr qu'il y a une limite, là. C'est sûr, quand les gens ils font ça, c'est souvent parce que ben, la situation financière est plus précoce, c'est plus difficile, on ne peut pas se permettre d'augmenter. Puis ben, malheureusement, des fois, ça mène à des faillites. Puis c'est souvent qu'est-ce que la banque essaie d'éviter en offrant ces allègements-là, en permettant l'amortissement négatif. Pour ce qui est de comme à quel moment la banque va arrêter, ben, c'est sûr qu'en ce moment, la banque, on avait sorti des données. Il y a 3 des banques majeures, donc CIBC, BMO et TD, qui détiennent environ 20% de leur portefeuille d'hypothèque. 20% que c'est de l'amortissement négatif. Donc, c'est quand même c'est très élevé quand même quand on y pense. La stat qui fait le plus peur dans toute l'heure de podcast qu'on dit aujourd'hui, là, il y a 20% des hypothèques de ces 3 banques-là qui sont négatifs. Ouais. C'est vraiment fou, là. À quel point les gens, tu sais, c'est ça, à quel point les gens, ils ont de la difficulté à payer pour que 20% de tous ces portefeuilles-là soient en amortissement négatif. C'est sûr, ça fait peur, là. Ça fait peur. Mais c'est sûr que les banques qui prennent des précautions pour ça, il y a l'OSFI ou la BSFI. Donc, c'est le Bureau du surintendant des institutions financières. Eux, c'est un peu ceux qui viennent réguler les banques. Puis récemment, en fait, en juillet, ils ont demandé aux banques de venir un peu ajuster leur risque par rapport aux amortissements négatifs en demandant de mettre plus de capital de côté. Donc, le plus de capital, ça fait que les banques, ils s'endettent, ils ont un certain ratio de dette, en fait. Oui, sur leur capital. Oui, sur leur capital. Et l'OSFI ont demandé qu'ils détiennent plus d'équité que de dette. En fait, rajouter ces ratios-là, c'est peut-être un sujet plus compliqué, mais le principal à se souvenir de ça, c'est que ils sont vraiment regardés, régulés pour s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de risques par rapport aux amortissements négatifs. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant, 20%, mais il ne faut pas peut-être s'emballer sur, le risque encouru par les banques. On n'est pas à la veille d'une crise. Comme en 2008. Là. Où tout va éclater. Nos banques sont solides, on a un bon système financier puis un bon système d'hypothèque au Canada. Donc, on ne devrait pas... c'est pas le chaos qui s'en va devant nous nécessairement. Mais c'est une situation qui évolue puis que je pense qu'il doit être regardé un petit peu plus par les banques. Ouais, c'est pas dans l'intérêt des banques que chaque Canadien fasse faillite. Parce que quand ils font faillite, ce qui fonctionne avec une hypothèque, c'est eux, ils saisissent ta maison puis ils essayent de la revendre par la suite. La banque, c'est une institution pour faire du financement. Ils n'ont pas envie de devenir une institution qui fait juste vendre une agence immobilière qui vend des maisons. Donc, de un, c'est pas dans leur intérêt. Puis, il y a des banques, comme exemple Royal Bank, qui ne proposent pas l'amortissement négatif pour pas devenir dans cette situation-là. Puis après ça, comme Alexis a dit, il y a l'OSFI qui essaye de dire aux banques de prendre plus de prudence. Donc, au Canada, c'est quand même bien régulé. On essaye que, justement, on se retourne pas comme les États-Unis en 2008. C'est vraiment la situation à éviter. Puis les hauts placés, je pense qu'ils le savent de manière générale. Puis qu'est-ce qui fait, mettons, le marché immobilier, ça s'est pas corrigé à la baisse comme ça devrait un peu, là. À quel point, vu que tout le monde a de la misère à payer, puis pas tout le monde, mais une grande partie de la population a de la misère à payer, pourquoi ce marché-là s'est pas corrigé à la baisse? C'est vrai que, depuis tantôt, on parle, les prix sont élevés, le monde a des hausses de paiement, on parle de tous les négatifs-là, puis en ce moment, il n'y a pas eu nécessairement de correction
significative au niveau de l'immobilier. Puis ça, c'est principalement parce que le marché il est plus résilient qu'on pense, en fait. Là. Le taux de délinquance des ménages est très bas. Puis ça, c'est peut-être dû au fait que les banques offrent plus d'allègements, peut-être au niveau de la négociation dans l'amortissement des maisons, donc amortir sur un plus long terme pour réduire les paiements ou l'amortissement négatif peut-être. Mais c'est quoi, Alex, le taux de délinquance? Ouais, c'est ça que j'allais demander. Le taux de délinquance, en fait, là, c'était de 15% au début 2023. Donc, c'est un taux qui est très faible quand on le compare à d'autres endroits. Là. Puis pour ceux qui sont moins bons en immobilier, mettons, le taux de délinquance, c'est quand tu payes quoi? pas. Okay. C'est ça. Si t'es pas capable de payer la maison, on avait ça le taux de délinquance. Plus, comme Alexis disait, c'est 15% actuellement. Là, mais il faudrait pas que ça augmente plus que ça. Ok, parfait. Merci. Puis une autre raison pourquoi le marché a toujours pas corrigé à la baisse, là, ben, il y a le fait que les Canadiens, c'est peut-être dans la culture, mais le monde préfère aller couper ailleurs plutôt que d'avoir à vendre la maison ou faire faillite ou autre chose. Donc, je pense qu'il y a ça. Puis il y a aussi qu'avec les incitatifs gouvernementaux, on va la renommer encore une fois, mais exemple la PCU, le monde a eu beaucoup, beaucoup d'argent, autant les particuliers que les entreprises. Donc, il y a eu une accumulation d'épargne au Canada. Puis certains coussins monétaires, là, le monde a peut-être mis de l'argent de côté pour faire face à divers problèmes. Ou peut-être que le monde avait des projets qui vont devoir être reportés à plus tard. Donc, le monde sont conscients que là, l'argent doit être utilisé dans la maison pour pas avoir à faire faillite. Donc, c'est quand même des raisons qui pourraient expliquer pourquoi on n'a pas craché puis que le monde ne sont pas tous à la rue en ce moment. Là. Puis, un peu comme je mentionnais tantôt, là, c'est 35% des Canadiens qui détiennent une hypothèque. Puis souvent, les statistiques qu'on voit, c'est que c'est vraiment des revenus, des ménages qui ont des revenus quand même plus élevés que la moyenne. C'est sûr que c'est des statistiques. C'est pas tous ceux qui détiennent une hypothèque qui ont des revenus plus élevés que la moyenne, mais en général, c'est du monde qui ont des bonnes cotes de crédit, qui ont quand même les moyens. Puis ça, c'est sûr que c'est une moyenne. Donc ça s'applique pas nécessairement pour toutes les situations, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi le marché canadien immobilier est plus résilient qu'on le pense. OK. Puis mettons, vous pensez de quoi? Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers comme une certaine crise ou comment vous voyez ça un peu, les marchés, puis comment vous pensez qu'on va être capable de sortir de ça? Là? Bien, moi, je pense en fait, c'est vraiment tout se joue un peu sur la direction des taux d'intérêt de la Banque du Canada. En ce moment, on a des problèmes un peu partout dans notre économie, vraiment avec l'inflation qui est un peu le centre des discussions. Les taux d'intérêt risquent de rester élevés tant que l'économie n'est pas sous contrôle. C'est une inflation qui est très sticky, comme ils disent, là, collante. Très collante. Donc, c'est sûr que si les taux restent élevés, mais comme je mentionnais tantôt, au niveau des renouvellements, ça risque d'avoir un plus grand impact. Puis là, c'est sûr qu'éventuellement, si les taux restent élevés, on pourrait se diriger vers une crise. C'est difficile, c'est un gros mot. Peut-être des difficultés, une baisse au niveau du marché immobilier, mais c'est vraiment à voir à ce niveau-là. C'est sûr qu'avec la hausse des taux, le 6 septembre, il y a eu la décision de la Banque du Canada de maintenir les taux qui étaient maintenir. Ça faisait plusieurs rencontres qui augmentaient. Ouais. Là, on est rendu qu'ils ont maintenu avec un discours qui disait que tranquillement, on commence à voir les effets de la politique monétaire de hausse des taux d'intérêt fonctionner. Donc, avec une économie qui ralentit, au niveau du marché du travail qui ralentit, le prix des maisons qu'on a vu un petit peu diminuer dans les derniers mois, malgré le podcast depuis tantôt qu'on dit qui est élevé, quand même, il y a un certain ralentissement au niveau des prix. Un petit ralentissement. Mais c'est ça, c'est qu'on voit, on commence à voir des signaux, des indicateurs comme quoi la politique pourrait fonctionner. Donc, c'est à voir un peu comment que la Banque du Canada détermine ça, s'ils décident de continuer à peut-être garder les taux plus élevés plus longtemps ou, en fait, le diminuer si on voit vraiment qu'on est capable de ramener l'inflation dans les cibles. Mais je pense que ça, c'est quand même long, là, mettons, avant qu'on voit l'effet de la hausse ou de la baisse ou du maintien du taux directeur. Là. Ça prend combien de temps environ, Ben? T'as-tu des... J'ai pas nécessairement de statistiques là-dessus, mais c'est de quoi qui est traînant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, là, les gens qui sont à paiement fixe, on l'a toujours pas il y en a qui ont dû renouveler. Mais exemple, quelqu'un qui aurait pris un paiement fixe en 2020, mais n'a toujours pas renouvelé. Donc, ça peut prendre... la personne qui l'a pris en 2020, ça peut prendre 5 ans avant que son taux réaugmente si elle a eu son terme à cette année-là. Donc, les hausses de taux, ça prend du temps à se faire ressentir dans l'économie. Contrairement au marché boursier qui est tout le temps en anticipation, dès que les hausses de taux se font déclarer, là, les marchés corrigent. Mais l'immobilier, c'est extrêmement plus long avant qu'il y ait des corrections
comme tu posais la question. OK. Puis, mettons, en général, est-ce que vous auriez comme des conseils à des personnes qui veulent s'acheter des maisons ou qui trouvent que les loyers sont trop élevés puis qui ont de la difficulté avec ça? Mais moi, je pense que ça serait comme juste pour être conservateur, de se préparer au pire. Tu sais, exemple, de ne pas faire un budget en fonction de « Ah, les taux vont baisser l'année prochaine », tu sais. Mettons peut-être de prévoir que ça va rester encore longtemps ou justement de se faire un budget puis de comprendre que c'est important de faire ses paiements hypothécaires parce que si tu veux pas perdre la maison. Sinon, peut-être ne pas trop acheter au-dessus de vos moyens. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'argent injecté dans l'économie, comme j'ai dit. Ça peut être tentant de consommer ou d'acheter une belle maison de rêve, mais souvent, ça c'est une mauvaise tendance, mais les jeunes achètent leur première maison comme leur maison finale, mais il n'y a rien qui vous empêche d'acheter un petit peu plus bas au début, puis de revendre plus tard dans votre vie quand vous allez avoir fait plus d'épargne, plus d'investissement, vous allez être bien placé après acheter la maison de rêve. Puis tu sais, veux pas, c'est quand même safe comme investissement, entre guillemets, là, parce que tu sais, le coût des maisons, historiquement, il augmente tout le temps. Fait que tu sais, même si tu t'achètes une plus petite maison qui va commencer puis qui risque d'être moins chère que ta maison finale, ben tu sais, tu risques de la revendre puis de faire un certain profit là-dessus. Tu la revends, puis qu'il y ait profit ou non, tu vas prendre l'argent que tu l'as vendu puis tu vas la mettre sur la maison suivante quand tu vas être à un moment de ta vie que ça va mieux aller. Puis, contrairement à la Chine qu'on parlait la semaine passée, eux, ils ont un marché hypothécaire, de l'immobilier très instable. Là. Ils ont beaucoup de vacances, dans le fond, d'inoccupation, pardon. Nous, on est chanceux, on n'a pas ces problèmes-là. Donc, de vraiment, comme tu as dit, aller acheter une première maison peut-être un peu en dessous de ses moyens. Généralement, là, ils recommandent d'avoir des paiements, pas juste l'intérêt, là, tantôt on parlait juste l'intérêt, mais là, des paiements totaux environ 32% de vos revenus bruts. Là, de pas aller en haut de ça, parce que ça pourrait devenir alarmant rendu en haut de ça. Puis garder un budget, se faire un coussin, là, ça peut être tout un fonctionnement pour ne pas tomber dans ces problèmes-là. Puis je pense aussi une situation que maintenant, qui est depuis la COVID, là, qu'on peut un peu plus se permettre, c'est aller plus loin aussi des gros centres urbains, plus aller dans les banlieues, plus aller comme dans ces endroits-là, puis avec le télétravail, c'est vraiment plus accessible. Ça le permet maintenant. Ben c'est ça, puis tu sais, veux pas, ces maisons-là sont vraiment moins chères, sont vraiment moins dispendieuses que dans les grands centres urbains. Fait que tu sais, ça peut être quand même une situation envisageable pour plusieurs personnes, étant donné que le télétravail, c'est de plus en plus populaire, puis de plus en plus... tu sais, il y a de plus en plus dans la plupart des bureaux. Mm-hmm. Fait que... Parfait, ça conclut pas mal ce qu'on pense des marchés immobiliers au Canada. Fait que je vous remercie beaucoup les boys d'être venus parler de ça avec moi. Puis si vous avez des questions, là, tout le monde, juste à nous écrire, on va être super heureux de répondre à ça. Fait qu'on se revoit pour un prochain podcast éventuellement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Tom, salut.